Ton premier 1000$ investi, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour apprendre à en faire. Puis la plupart des gens comprennent jamais ça. Ils attendent d'avoir 10 000$, 20 000$, le bon moment, le bon contexte, puis pendant ce temps-là, leur cash il dort dans un compte épargne qui rapporte à peu près rien pendant que l'inflation les mange tranquillement par en dessous. Le problème, c'est pas le montant. Le problème, c'est la mentalité. Les gens regardent 1000$ et ils se disent « c'est pas assez pour changer de quoi ». Mais c'est exactement ça, la pensée, qui va te garder fauché toute ta vie. Parce que si tu penses que 1000$ c'est pas assez, tu vas penser pareil avec 5000, avec 10 000, tu vas toujours trouver une raison de pas commencer. Mais je vais te dire que le premier 1000$ que tu investis, c'est probablement le plus important de ta vie. Pas parce qu'il va te rendre riche demain matin, mais parce qu'il va changer la façon dont tu penses à l'argent pour le reste de ton existence. Puis ça vaut bien plus que n'importe quel rendement. Avant de te parler de quoi faire avec ton 1000$, faut qu'on soit sur la même page sur quelques affaires. Première chose, tu as besoin d'un fonds d'urgence. C'est pas excitant, mais c'est non négociable. On parle de 3 à 6 mois de dépenses, quelque part dans un compte accessible que tu touches pas. Pourquoi? Parce que si tu investis ton 1000$, puis 2 semaines plus tard ton char il lâche ou que tu perds ta job, tu vas te retrouver à devoir vendre tes placements en urgence, probablement à perte, pour couvrir tes dépenses. C'est le pire scénario. Règle ton fonds d'urgence en premier. Point. Deuxième chose, si tu as des dettes à taux d'intérêt élevé, genre une carte de crédit qui te charge autour de 20% par année, il faut régler ça avant d'investir. Aucun placement sur la planète va te garantir un rendement qui bat ça de façon régulière. C'est des mathématiques simples. Paye ta carte de crédit en premier. Troisième chose, puis c'est peut-être la plus importante, l'argent que tu vas investir doit pouvoir rester investi pour un minimum de 5 à 10 ans. Idéalement plus. Parce que l'investissement, ça marche pas en quelques mois. Ça marche sur des décennies. Puis si tu as besoin de ce cash-là d'ici 2 ans pour un voyage, pour un down payment, pour quoi que ce soit, c'est pas de l'argent à investir en bourse. C'est de l'argent à garder dans un compte à intérêt élevé ou quelque chose de stable. Si ces 3 conditions-là sont remplies, parfait. Là, on peut parler du 1000$. Je vais te donner 2 approches, 2 options simples, pas compliquées, que n'importe qui peut faire sans être expert en finance. Option numéro 1, tu mets tout dans un seul ETF. Quelque chose comme XEQT, VFV, par exemple. XEQT, c'est un ETF global. Tu es exposé au marché mondial entier en un seul achat. VFV, c'est le S&P 500 américain. Ces 2 produits-là sont vraiment ennuyants, puis c'est exactement pour ça que ça marche. Quand tu achètes un ETF comme ça, tu n'achètes pas une action, tu achètes un panier d'actions. Tu achètes une tranche du marché au complet. Puis historiquement, le marché il monte sur le long terme. Il y a des baisses, il y a des corrections, il y a des crises, mais sur 10, 20, 30 ans, la tendance est à la hausse. C'est pour ça que même Warren Buffett lui-même a dit que pour la majorité des gens, un ETF simple, c'est le meilleur placement qui existe. T'es pas plus intelligent que le marché, moi non plus, puis personne l'est. L'avantage de cette approche, c'est la simplicité. T'achètes, tu gardes, puis tu continues d'en acheter chaque mois. C'est tout. Tu vas battre la majorité des gens qui passent leur journée à essayer de pick des actions individuelles ou à day trade. La simplicité, c'est pas une faiblesse en investissement, c'est une stratégie. L'option numéro 2, c'est tu fais un split. On va dire que tu mets autour de 70 ou 80% dans un ETF de base, puis que tu mets le reste, comme 20 ou 30%, dans un ETF qui est un peu plus axé sur la croissance. Quelque chose qui va chercher un petit peu plus de risque, un peu plus de potentiel de rendement. Le but du petit pourcentage plus agressif, c'est 2 affaires. 1, tu as un peu plus de potentiel de croissance. 2, ça te garde engagé. Parce que la réalité, c'est que du monde qui se tente d'investir puis qui vendent leur portefeuille parce qu'ils trouvent ça trop boring, ça existe. Avoir une petite portion un peu plus dynamique, ça peut t'aider à rester dans le jeu sur le long terme. Mais la règle d'or pour cette portion-là, par contre, c'est aucun day trading, pas de meme stock, pas de levier, pas d'options. Tu veux juste un peu plus de croissance, tu veux pas jouer au casino. Il y a une grosse différence entre être légèrement plus agressif puis aller se faire détruire sur Wall Street Bets. Mais peu importe laquelle de ces 2 options tu choisis, l'important c'est de commencer. Puis si t'as pas 1000$ d'un coup, t'as juste à faire 100$ par mois pendant 10 mois ou 50 par 2 semaines, le montant exact, c'est pas l'important. L'important, c'est la régularité. Puis là, je veux te parler de quelque chose que personne te dit parce que les vidéos sur l'investissement, elles te parlent toutes de stratégie, de ETF, de rendement. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le vrai défi du premier 1000$, c'est pas de choisir le bon actif, c'est de survivre psychologiquement à la volatilité. Puis je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes ce que je veux dire.
Imagine quelqu'un qui reçoit un héritage de 50 000 $. Il n'a jamais investi de sa vie, il met tout ça dans le marché d'un coup, puis l'année d'après, le marché drop de 20%. Il y a des moments dans l'histoire où ça arrive. Ce gars-là vient de perdre 10 000 $ sur papier. 10 000 $ qu'il voyait dans son compte hier matin, puis qui sont disparus. Pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, c'est traumatisant. Le premier réflexe naturel, c'est de vendre, de sortir, de stopper la douleur. Puis c'est exactement là que les gens font les pires erreurs de leur vie financière. Ils vendent dans le dip, ils cristallisent leurs pertes, puis ils ratent la remontée. Maintenant, pense à quelqu'un qui a commencé avec 100 $ par mois, qui a vu son compte passer de 100 à 200, à 500, à 1000, qui a vécu sa première petite baisse avec 200 $ dans son compte, qui a appris à ne pas paniquer parce que l'enjeu était petit. Ce gars-là, quand il a 10 000 $ dans son compte puis que le marché il drop, il est beaucoup mieux équipé mentalement pour tenir le coup, parce qu'il a déjà vécu des baisses, il sait que ça remonte. C'est ça le vrai cadeau du premier 1000 $. C'est pas le rendement, c'est l'éducation émotionnelle. Il y a un principe en psychologie comportementale qui dit que les pertes font 2 fois plus de mal que les gains font du bien. Ça s'appelle l'aversion aux pertes. Concrètement, ça veut dire que si ton portefeuille est double, t'es content. Mais s'il drop de moitié, t'es 2 fois plus malheureux que t'étais content quand ça a monté. C'est comme ça que notre cerveau il est câblé. C'est pour ça que les gens vendent quand ça drop. Pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils sont humains. La différence entre quelqu'un qui construit de la richesse sur le long terme puis quelqu'un qui arrête après 2 ans, c'est rarement une question de QI ou de stratégie. C'est une question de contrôle émotionnel. Puis le contrôle émotionnel, ça s'apprend pas en regardant des vidéos YouTube. Ça s'apprend en ayant de l'argent dans le jeu puis en vivant les hauts et les bas pour vrai. Le premier 1000 $ que tu investis, c'est ton terrain d'entraînement. C'est là que tu vas découvrir ton vrai niveau de tolérance au risque, pas celui que tu penses avoir quand tout va bien. Ton vrai niveau de tolérance, celui que tu ressens dans ton ventre quand ton compte il drop de 5% dans une semaine, tu vas voir comment tu réagis. Puis cette information-là, elle vaut de l'or pour la suite. Je veux décortiquer un mythe qu'on entend tout le temps. Les gens pensent que garder leur argent en cash, c'est jouer safe. C'est sécuritaire puis qu'il n'y a pas de risque. Sauf que c'est faux. Le cash que tu as dans ton compte aujourd'hui, il perd de la valeur tranquillement, année après année. C'est ça l'inflation. Ce que tu pouvais acheter avec 100 $ il y a 5 ans, tu ne peux plus l'acheter avec 100 $ aujourd'hui. L'épicerie, le loyer, l'essence, les restos, tout a monté. Ton cash, lui, s'il traîne dans un compte ordinaire, il ne monte pas au même rythme. Il perd du pouvoir d'achat en silence. Puis les gens, ils réalisent pas que le chiffre dans leur compte de banque reste pareil, mais ce que ce chiffre-là peut acheter diminue. Le coût d'opportunité, c'est le vrai risque. Si ton 1000 $ reste dans un compte ordinaire pendant 10 ans, il vaut moins que ce que tu as mis là. Alors que s'il est investi dans le marché sur un horizon de 10 ans, historiquement, les chances que tu aies fait du rendement sont très élevées. Tu n'es jamais garanti, mais le risque de garder ton cash, lui, il est pratiquement certain. Tu vas perdre du pouvoir d'achat. C'est pas une possibilité, c'est une certitude. L'autre affaire que les gens font, c'est attendre le bon moment. Attendre que le marché soit bas, attendre une correction. Sauf que les études sont claires là-dessus. Le temps dans le marché bat le timing du marché. Et ça, à tous les coups. Les gens qui essayent de catch le bas du marché, ils ratent souvent les meilleures journées de remontée aussi. Puis les meilleures journées de remontée, elles arrivent souvent juste après les pires baisses. Si tu es sorti du marché parce que tu as paniqué, tu les rates. La meilleure stratégie pour la très grande majorité des gens, c'est d'investir de façon régulière, peu importe les conditions du marché, puis de ne pas toucher à ça. Et je veux te parler des pièges, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont populaires en ce moment, puis qui peuvent te détruire si tu n'es pas prudent. Premier piège, c'est les options. Je comprends l'attrait. Sur TikTok, sur Reddit, tu vois du monde qui transforme 500 $ en 10 000 $ en 2 semaines avec des calls ou des puts. Puis ça, c'est vrai, ces histoires-là. Ce qu'on voit moins, c'est les dizaines de milliers de personnes qui ont fait pareil puis qui ont perdu la totalité de leur argent. Les options, c'est un outil financier complexe que même des professionnels utilisent mal. Si tu comprends pas exactement ce que tu fais, les options, c'est du gambling glorifié. Puis commencer à investir avec du gambling, c'est la pire habitude que tu peux prendre. Le deuxième piège, c'est le day trading. La prochaine fois que tu vois un day trader sur les réseaux sociaux qui te montre ses profits, demande-toi une question. Est-ce qu'il vend un cours? Parce que dans 99% des cas, la réponse c'est oui. Et c'est parce que si le day trading marchait vraiment de façon consistante pour eux, ils n'auraient pas besoin de te vendre un cours à 2000 $ pour en vivre. La réalité, c'est que la grande majorité des day traders, ils perdent de l'argent sur le long terme. Les études le montrent encore et encore. C'est pas une stratégie. C'est un casino, mais en plus compliqué. Puis le troisième piège, c'est des meme stocks,
ou du FOMO investing. Le FOMO investing, Fear of Missing Out, c'est acheter quelque chose parce que tout le monde en parle, parce que ça monte vite, parce que c'est excitant. Le problème avec les choses qui montent vite, c'est qu'elles descendent vite aussi. Puis les petits investisseurs arrivent souvent après les gros. Ce qui veut dire qu'ils achètent proche du pic, puis ils vendent après que le gros monde a déjà pris ses profits. Si tu comprends pas pourquoi tu achètes quelque chose, si tu peux pas expliquer en 2 phrases ce que l'entreprise fait, puis pourquoi tu as confiance dans sa croissance à long terme, t'as pas d'affaire à mettre ton argent là-dedans. 4e piège, les métaux précieux comme investissement principal. L'or, l'argent métal, c'est populaire en ce moment. Il y a du monde qui te diront que c'est la vraie protection, que c'est ce que les riches achètent, que ça protège contre l'inflation. Puis oui, en très petite proportion dans un portefeuille bien diversifié, ça peut avoir une place. Mais comme investissement principal pour quelqu'un qui commence, l'or, ça produit rien, ça paye pas de dividendes, ça génère pas de revenus, ça attend juste que quelqu'un d'autre soit prêt à payer plus cher pour le même morceau de métal. Sur le très long terme, les actions d'entreprises qui produisent de la valeur vont presque toujours battre les métaux précieux. Si quelqu'un te pitch l'or comme la voie royale vers la richesse, méfie-toi. J'ai déjà fait une vidéo qui explique pourquoi je ne vais jamais acheter de l'or et de l'argent, je la mettrai en description. Quelque chose d'autre d'important que je vois qu'on parle pas assez, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui copie ce que d'autres font sans comprendre pourquoi ils le font. Ils voient quelqu'un dire exécuter sur YouTube, ils achètent exécuter. Ils voient quelqu'un dire VFV, ils achètent VFV. Puis c'est correct pour commencer dans le fond. Mais si tu comprends pas pourquoi tu tiens quelque chose, tu vas pas savoir quoi faire quand ça drop. Parce que le vrai test, c'est pas de choisir le bon ETF, c'est de le garder pendant une correction de 30% puis de pas paniquer. Puis tu vas être capable de le faire seulement si tu comprends pourquoi tu as confiance dans ce que tu as acheté. Prends juste quelques heures pour comprendre ce que tu achètes. C'est quoi exécuter, c'est quoi VFV, c'est quoi tech, dans quoi ces fonds-là sont investis, quelle est leur logique, leur performance historique. Si tu peux répondre à ces questions-là, tu vas pouvoir tenir pendant les moments difficiles. Si tu peux pas y répondre, tu vas paniquer à la première grande baisse, puis tu vas faire exactement ce qu'il faut pas faire, vendre au mauvais moment. Ton cadre d'investissement, c'est ce qui va dicter quand tu achètes, quand tu holds, puis dans quel scénario tu vendrais. Puis pour la majorité des gens qui investissent passivement dans des ETF diversifiés avec un horizon de 20 ans, la réponse à « quand est-ce que je vends » devrait être pratiquement jamais, sauf si mes circonstances de vie y changent complètement. Construis ton cadre solide au début, parce qu'un mauvais cadre avec beaucoup d'argent, ça amplifie juste tes erreurs. Un bon cadre avec peu d'argent, ça t'amène loin. Il y a quelque chose qui arrive quand tu investis ton premier 1000 $ que j'avais pas anticipé moi-même quand j'ai commencé. T'arrêtes de penser comme un consommateur, puis tu commences à penser comme un propriétaire. Avant d'avoir de l'argent dans le marché, quand tu voyais les nouvelles économiques, les chiffres de l'inflation, les décisions de la banque centrale, t'en avais peut-être rien à faire. Ça te touchait pas directement. Mais dès que tu as ta main dans le jeu, dès que tu as de l'argent réel investi, tu commences à porter attention. Tu commences à comprendre comment l'économie fonctionne. Tu commences à voir les connexions entre les événements mondiaux et tes placements. Et tu deviens graduellement quelqu'un qui comprend le système plutôt que quelqu'un qui le subit. Puis il y a quelque chose d'autre qui arrive, puis je pense que c'est le plus puissant de toute l'affaire. Une fois que tu as ton premier 1000 $ investi, le prochain 1000 $ te semble tellement moins intimidant parce que tu es déjà à 50% du chemin vers le 2000. Tu es déjà à 10% du chemin vers 10 000. Le momentum, il est réel. Puis la motivation de voir ton compte grandir, même lentement, même avec des petits montants, est bien plus puissante que la motivation théorique de savoir qu'investir, c'est une bonne idée. Avant mon premier 1000 $, si j'avais de l'argent, j'allais le dépenser. C'était comme si l'argent dans mon compte, ça brûlait un trou dans ma poche. Mais une fois que j'ai eu mon premier bloc investi, j'ai commencé à voir mon cash différemment. Pas comme de l'argent pour dépenser, comme du capital à faire travailler. Puis ce changement de perspective-là, c'est peut-être la chose la plus précieuse que le premier 1000 $ m'a donné. Le compounding, l'effet des intérêts composés dont tout le monde parle, il marche pas juste sur ton argent. Il marche aussi sur tes habitudes. Chaque mois que tu investis régulièrement, même un petit montant, tu renforces une habitude. Tu te prouves à toi-même que tu es quelqu'un qui investit. Puis avec le temps, cette identité-là, c'est elle qui fait la vraie différence. Pas la stratégie parfaite, pas le timing parfait. L'identité d'un investisseur qui reste dans le jeu, peu importe ce qui arrive. Je veux te parler d'un concept qui est simple sur papier, mais que les gens sous-estiment constamment. C'est le temps. Ton temps dans le marché. Il y a une différence énorme entre quelqu'un qui commence à investir à 20 ans puis quelqu'un qui commence à 30 ans. On parle de la même somme investie chaque mois. On parle du même taux de rendement.
Mais celui qui commence à 20 ans va se retrouver avec un patrimoine significativement plus grand à 60 ans, parce que ses premiers dollars ont eu 10 ans de plus pour composer. Les premiers dollars que tu investis sont tes dollars les plus précieux, pas parce qu'ils sont gros, mais parce qu'ils ont le plus de temps devant eux pour croître. C'est pour ça que le 1000 dollars que tu investis aujourd'hui à 22 ans vaut beaucoup plus que le 1000 dollars que tu vas investir à 35 ans. Pas en termes de chiffres, en termes de ce qui va devenir avec le temps. Puis c'est pour ça que l'excuse de « je vais commencer quand j'ai plus d'argent » est tellement dangereuse. Chaque année que tu attends, tu perds de la croissance, tu perds des intérêts composés, tu perds du temps. Et le temps, c'est la seule chose que tu peux pas acheter et que tu peux pas récupérer. La bonne nouvelle, c'est que si tu es jeune et que tu n'as pas encore commencé, le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Le meilleur moment, c'était hier, puis je le dis tout le temps, mais c'est correct. Démarre maintenant avec ce que tu as, 100 $, 200 $, 500 $. L'important, c'est de commencer le moteur. Puis si tu es dans la vingtaine, puis tu te demandes si les marchés vont continuer à monter sur le long terme, la réponse honnête, c'est on ne sait jamais avec certitude. Mais historiquement, sur des périodes de 20 ans, 30 ans, les marchés ont toujours fini plus haut. Il y a eu des guerres, il y a eu des crises financières majeures, il y a eu des pandémies. Puis à travers tout ça, les marchés ont remonté. Pas chaque année, pas en ligne droite, mais sur le long terme, la tendance est là. L'investisseur qui garde la tête froide pendant les crises puis qui continue d'acheter, c'est généralement celui qui sort gagnant. Pas parce que c'est le plus intelligent, mais parce que c'est le plus discipliné. Je vais finir avec quelque chose de direct. T'as peut-être regardé des dizaines de vidéos sur l'investissement, t'as peut-être lu des articles, suivi des comptes, entendu des conseils, puis t'as peut-être encore rien fait. Puis c'est correct, faut apprendre. Mais il y a un moment où apprendre sans agir devient une excuse. Ça devient une façon de te sentir productif sans prendre aucun risque réel. La vérité, c'est que tu vas apprendre plus en ayant 100 $ dans le marché pendant 6 mois qu'en regardant 100 heures de contenu. Parce que quand c'est ton argent qui est là, puis que tu vois le compte monter ou descendre, ton cerveau y enregistre ça différemment. C'est émotionnel, c'est réel, c'est pas théorique. Les gens qui restent sur les lignes sur le côté, puis qui regardent, puis qui analysent, sans jamais embarquer, ils vont toujours trouver une raison d'attendre. Le marché y est trop haut, le marché y est trop bas, il y a une élection, il y a une récession qui s'en vient, les taux d'intérêt, il y aura toujours quelque chose à dire, il y aura toujours une raison d'attendre. Puis pendant que tu attends, quelqu'un d'autre construit sa richesse. L'important, c'est de commencer. Mets ton argent quelque part simple, diversifié, puis laisse le temps faire son travail. Ouvre un CELI si t'en as pas, puis mets ton premier achat là-dedans pendant que la croissance est à l'abri de l'impôt. Puis une fois que tu as fait ça, arrête de checker ton compte tous les jours. Arrête de paniquer à chaque titre de journal sur l'économie. Tu gardes la tête froide, tu continues d'ajouter de l'argent de façon régulière, puis tu laisses les intérêts composés faire leur travail. Ton premier 1000 $, c'est le début de quelque chose. C'est le premier bloc de quelque chose qui peut devenir très grand avec le temps. Puis la seule façon de le savoir, c'est de commencer. Alors la question, c'est pas si tu vas investir. La question, c'est quand. Puis la bonne réponse, c'est maintenant. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'était pas des conseils financiers. Je ne suis pas conseiller financier. Mais si tu as aimé la vidéo, si tu as trouvé ça intéressant, like, commente, partage, abonne-toi. Ça va vraiment m'aider pour l'algorithme et m'encourager à faire des meilleures vidéos pour vous.